Après les coups d'État au Mali, puis au Burkina Faso, le putsch qui a renversé le président du Niger, Mohamed Bazoum, le 26 juillet, contraint la France à revoir de fond en comble sa politique à l'égard de l'Afrique et les conditions de sa présence dans la région. Certes, le désamour de la France n'est pas nouveau, mais dorénavant, dirigeants et opinion publique africaine l'expriment de plus en plus bruyamment. À Bamako, Kinshasa, Dakar ou N'Djamena, c'est-à-dire dans les limites du précaré des anciennes colonies françaises ou dans l'espace francophone comme la RDC, un faisceau de raisons complexes explique notre perte d'influence pouvant aller jusqu'au rejet. Partout, le ressentiment est vif, l'Afrique veut prendre ses distances avec la France. Déjà en 2017, à Ouagadougou, le président Macron avait proclamé la fin de la France-Afrique, comme nombreux de ses prédécesseurs l'avaient fait avant lui. Mais nous avons continué à surfer sur nos relations anciennes, basées sur notre histoire coloniale. Aucun président de la Ve République n'a pu se départir d'une forme de paternalisme arrogant. C'est ce qu'a déclaré récemment un responsable politique africain. Et en effet, je pense que la France n'a jamais pu accepter que ces anciennes colonies soient désormais indépendantes et n'a jamais su ou voulu les traiter en conséquence. Emmanuel Macron a tenté de faire bouger les lignes. Il a ouvert plusieurs chantiers, restitution d'œuvres d'art, travail de mémoire, refonte du franc CFA ou initiative sur la dette. Mais il n'y est pas parvenu. Le 27 février, le président de la République a prononcé un nouveau discours qui, à nouveau, se voulait fondateur, mais dont les objectifs restent flous. Nous attendons une clarification dont nous n'avons pas bien saisi les contours, Madame la Ministre, tout à l'heure, lors de votre déclaration liminaire. Aujourd'hui, c'est d'abord la présence militaire française en Afrique qui pose problème. Nous devons changer de modèle et le président de la République l'a affirmé, l'influence de la France ne se mesurera plus au nombre de nos bases et au nombre de nos opérations militaires. Mais nous avons toujours 4 bases permanentes sur le continent, plus de 3000 soldats à peu près, et une présence continue depuis les indépendances. On est donc très loin d'un retrait de l'armée française de nos anciennes colonies. Certes, ce serait démagogique de laisser penser que tout peut se faire en un jour, j'en suis lucide. Et d'ailleurs, les états-majors et les officiers sont très favorables au maintien de nos soldats sur le continent africain. Ils sont très attachés à cette terre qui est saluée comme un théâtre d'entraînement très important et exceptionnel. Mais les temps ont changé. Il semble que les Africains n'en veulent plus, ou tout au moins qu'ils en veulent moins. Nous devons donc alors nous interroger sur l'utilité de ces bases. Quel est leur rôle ? Sont-elles là pour protéger les Français et les binationaux, pour protéger les chefs d'État adoubés par la France, une espèce d'assurance vie en quelque sorte, comme ce fut le cas par le passé ? Ces dernières années, c'est la lutte contre le terrorisme qui a justifié la présence française, et notamment au Sahel. Je tiens à nouveau ici à rendre hommage à l'engagement de nos soldats lors des opérations Serval et Barkhane. On a limité la casse. On a éliminé d'importants chefs terroristes, ce qui n'est pas rien. Il est évident que nous avons eu des succès militaires, j'entends. Mais nous n'avons pas pu, parce qu'il faut dire que nous étions un peu seuls, endiguer l'avancée des groupes djihadistes. Le mouvement descend maintenant vers les pays côtiers. La Côte d'Ivoire, le nord du Ghana, le nord du Togo, le nord du Bénin font l'objet d'attaques récurrentes. L'enlisement d'une vaine solution militaire mêlée à la multiplication des problèmes politiques et sociaux ont retourné progressivement l'opinion publique malienne contre la présence française. Au fil du temps, les libérateurs sont devenus des occupants et les acteurs locaux en ont profité pour présenter leur coup d'État comme une libération du colonisateur. Ce fut donc non pas un échec militaire, mais bien un échec politique, celui de n'avoir pas su partir à temps, de n'avoir pas cherché des solutions alternatives à ces conflits extrêmement meurtriers. Si elle reste en l'état, la présence militaire va compliquer toute tentative d'amélioration de l'image de la France. Si, comme le président de la République le dit, elle doit être moins visible, eh bien il serait utile, monsieur le ministre, d'en débattre plus précisément devant le Parlement. Un autre symbole de la domination française, c'est le franc CFA. 74 ans après sa création, il fait toujours l'objet de multiples critiques, instrument de stabilité pour les uns, vestige colonial lié aux élites pour les autres. Son existence effectivement prouve que le processus de décolonisation n'a pas été achevé. La promesse de 2019 de réformer le franc CFA doit donc aboutir. Mais la question qui se pose, ce n'est pas seulement de sortir du franc CFA, la question est plutôt de quelle monnaie les pays africains ont besoin
pour transformer leur économie et leur société, une monnaie au service du crédit, de l'emploi, de l'écologie, et qu'ils ne soient pas livrés à tous les vents de la spéculation. Il est temps donc de permettre aux Africains de décider de leur ligne politique eux-mêmes, la ligne qu'ils veulent suivre, et de leur économie, la façon dont ils veulent la mener. Ils veulent une rupture franche, vous le disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, avec un Occident vieillissant. Ils regardent désormais vers d'autres partenaires, comme les BRICS. L'Afrique veut être considérée comme un acteur de plein droit sur la scène internationale. C'est un défi géopolitique majeur que le président de la République a pointé du doigt et qu'il convient désormais de traduire dans les faits. Depuis 6 ans, Emmanuel Macron prétend s'adresser à la jeunesse et à la société civile. Et là, il a vu juste. Mais il a continué à s'afficher aux côtés des représentants de la France-Afrique, les vieux dinosaures ou leurs successeurs dynastiques. Peut-être les croit-il garants d'une stabilité illusoire. La France prétend soutenir les démocraties, mais elle n'est pas toujours regardante quant à la gouvernance. On condamne le pouvoir militaire au Mali, on l'accepte au Tchad. Au fil du temps, ce double langage nous a fait perdre toute crédibilité. Aux yeux des Africains, la France doit rester fidèle à ses valeurs, le respect des droits humains, le droit des peuples et l'universalisme. Et sur ce point, que dire de notre politique de l'immigration et d'attribution des visas qui a engendré d'énormes frustrations à l'égard de la France, particulièrement parmi les jeunes ? Les empêcher de rendre visite à leur famille, de faire un stage ou de suivre une formation, parce que c'est bien le cas, ne rime à rien. C'est certainement pas à juguler une immigration illégale. Certainement pas. Si on veut engager une nouvelle relation avec l'Afrique, il faut revenir sur une politique des visas plus ouverte. La contestation anti-française s'est répandue parmi la jeunesse. Une jeunesse moins scolarisée, plus perméable aux manipulations dont les dirigeants n'ont rien d'autre à proposer que cet os anti-français à ronger. Un os que leur proposent également en Afrique de l'Ouest particulièrement certaines élites religieuses qui s'attaquent à la France et à ses valeurs laïques. La société civile africaine a changé et nous n'avons pas toujours compris qu'une époque s'achevait à nos dépens. Être à l'écoute des populations, c'est comprendre leurs aspirations. À titre d'exemple, le refus de la France de soutenir la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud de suspendre temporairement les droits de propriété industrielle sur les vaccins pour combattre le Covid nous a discrédités et placés du côté des égoïstes. L'Afrique subsaharienne est la région où la démographie est la plus forte. 30 millions de jeunes travailleurs arrivent chaque année sur le marché du travail, mais seulement 10 à 15% d'entre eux trouveront un emploi. Par désœuvrement, certaines rejoignent des sectes islamistes. Beaucoup seront condamnés à vivre dans l'extrême pauvreté. L'ONU est consciente de la crise humanitaire qui se prépare. Selon elle, si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, l'Afrique abritera plus de la moitié des personnes qui souffrent de manière chronique de la faim dans le monde. L'AFD est le principal outil de notre politique de solidarité internationale, mais elle intervient trop souvent sous forme de prêts, pas assez sous forme de dons. Et du coup, de ce fait, elle ne parvient pas à capter les véritables enjeux. On constate d'ailleurs la persistance des problèmes de santé, de malnutrition, les faibles progrès de scolarisation et la marginalisation des femmes. C'est pourquoi nous devons faire de nos ONG les partenaires privilégiés de nos actions de solidarité. Non seulement elles sont actrices, mais par leur expérience et leur expertise, elles ont la capacité de participer à la définition et à la mise en œuvre de notre politique. Or, on les a mises en danger. Au Sahel, on a ressorti du placard la coopération civilo-militaire avec l'idée que le développement et la sécurité dépendaient l'un de l'autre. C'est faux et c'est dangereux. Nous l'avons théorisé dans la stratégie 3D qui a échoué et qu'il convient de définitivement abandonner. De même que nous avons assisté à l'effacement de la diplomatie française, vous l'évoquiez tout à l'heure, au profit du sécuritaire. Et ça, je crois que c'est la même erreur. Cette version sécuritaire ne peut plus être la nôtre. Mais depuis une digue a cédé. À l'issue des coups d'État au Sahel, le gouvernement a décidé de suspendre l'aide au développement. Suspendre toute coopération avec un gouvernement est une chose, arrêter les projets menés par les ONG en est une autre. Désormais, c'est le ministère qui va traiter les dossiers au cas par cas. Un double standard s'installe donc. Ceux qui seraient dignes de la coopération et ceux qui ne le seraient pas. Et sur quels critères allez-vous décider d'abandonner des populations particulièrement vulnérables et les replonger dans l'extrême pauvreté ? Près de 9 millions de personnes sont ainsi concernées. Qui décide ? On ne sait pas. En tout cas, ce n'est certainement pas les parlementaires, ce qui pose un problème de démocratie. On sait en revanche que ce sont les ONG de terrain qui vont devoir annoncer, par exemple, aux 5000 femmes dans des organisations paysannes du Burkina Faso qui produisent du beurre de karité que désormais, ça sera terminé.
Pensez-vous que ça va améliorer l'image de la France ? En inféodant les enjeux de développement à la politique étrangère de la France, je crains que les acquis de la loi du 4 août 2021, dont nous sommes ici les garants, ne soient menacés et dans l'esprit et dans la lettre. Nous appelons donc à une sanctuarisation de l'APD qui n'a qu'un seul objectif, répondre aux besoins fondamentaux, où qu'ils soient, quels qu'ils soient. De la même manière, la loi du 4 août a pris des engagements clairs, c'est-à-dire d'allouer 0,7% du revenu national brut à l'APD à l'horizon 2025. Cette trajectoire doit être maintenue et doit permettre de soutenir prioritairement les 19 pays les plus pauvres. Alors que dire en conclusion que jusque-là, le président de la République a échoué à engager un réel renouveau qu'il a pourtant souhaité. Il répète rituellement qu'il n'y a plus de politique africaine de la France, mais il ne serait pas obligé de le répéter si c'était vrai. Notre politique africaine s'effondre au profit de nouveaux partenaires. Les nouvelles générations ne veulent plus des effets nocifs de la dépendance. Elles veulent tisser avec le reste du monde des relations qui libèrent. Pour la France, et ça a été dit tout à l'heure, la France ne doit pas se résigner à abandonner l'Afrique, certainement pas. Le désengagement de la France serait catastrophique pour la France, pour nos intérêts, pour ceux de l'Europe, mais aussi, surtout, pour ceux de l'Afrique elle-même. La Russie et la Chine en tireraient immanquablement les bénéfices, en y pillant d'ailleurs les ressources. Mais la politique de la France au Sahel et en Afrique doit être révisée en profondeur. Nous devons sortir de notre isolement, donner une dimension européenne à nos relations avec les pays d'Afrique et inscrire nos actions dans le cadre de leurs propres priorités. Alors non, n'abandonnons pas l'Afrique, mais trouvons un chemin entre le renoncement et l'acharnement.